Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Voici donc l'Université de Paris qui constitue et qui est concentrée à ce que j'ai pu comprendre autour de l'amphithéâtre historique de l'Académie de chirurgie. Et le lieu d'exercice, un des lieux d'exercice de l'Université de Paris, puisqu'on en a 7 à disposition, dont voici celui dans lequel j'exerce, au sein du service du professeur Philippe Piernet. Et j'anime l'équipe de chirurgie orale. Donc la chirurgie orale, effectivement, comme on a pu le constater, a subi le même bénéfice de l'apport de l'imagerie et de la planification dans l'exercice, ça c'est certain. Et donc à ce sujet, notre exercice qui était centré sur l'utilisation de procédés autologues avec des prélèvements selon l'importance des volumes, mais qui de préférence étaient in situ, à savoir sur les branches ramiques de la mandibule. On a progressivement essayé de comprendre si on pouvait éviter et maîtriser la morbidité de nos processus en utilisant des substituts osseux de différentes origines. Et au travers de ces différentes situations, j'en ai pris quelques exemples. Je vais essayer de vous exposer la démarche clinique qu'on a pu avoir et l'expression de notre réflexion qui est en permanence en dialogue avec la recherche fondamentale dans le cadre de l'Université de Paris. Alors, un défaut horizontal, ce sont des situations qu'on a communément en clinique. Voici un défaut horizontal maxillaire et mandibulaire. Et donc, à l'époque, nous avons choisi d'essayer une nouvelle approche, donc une alternative à l'utilisation de l'os autogène. Et comme je vous l'ai déjà dévoilé, qui consiste à l'utilisation d'os allogéniques, qui sont des substituts osseux assez intéressants, mais comme vous pouvez le constater, qui nécessitent un certain nombre d'étapes de préparation, qui donc constituent quand même un temps supplémentaire lors de la chirurgie. Donc voici l'ostéosynthèse, l'adaptation du greffon, on émousse correctement les bords du greffon. Voici le résultat à 4 mois post-opératoire. Et donc, à notre disposition, différents types de greffons allogéniques. Celui qui est le plus communément utilisé dans notre discipline, ce sont les greffons viro-inactivés. Donc, qui sont des greffons dont la préparation utilise le procédé supercrite. Donc c'est l'état du gaz CO2 qui est entre deux états, liquide et gazeux, et qui a cette capacité donc de s'immiscer dans les logettes osseuses, dans la trame osseuse, et d'avoir cette action qu'a l'acétone dans le cadre de certaines préparations, mais avec vraiment une complète délimitation du procédé et une préservation du collagène, ce qui constitue un certain avantage contre la manipulation et contre l'intégration de ce type de procédé. Alors bien sûr, les rayons gamma et la lyophilisation suivent. Donc voici la cicatrisation à 4 mois post-opératoire. Ce qui est assez intéressant, c'est de constater, donc ce sont des cas réalisés à l'hôpital dans le cadre du diplôme universitaire, c'est intéressant de constater l'intégration de ce greffon en termes biologiques. Et on voit bien la vascularisation de ces greffons, qui sont très connus des chirurgiens orthopédistes, et un positionnement tridimensionnel des implants dont on a pu apprécier lors des conférences précédentes. Donc le cas mandibulaire, on a décidé d'envisager la même technique, mais de la comparer avec ce qu'on pouvait appeler la modélisation des greffons. Donc les premières étapes initiales étaient proposées avec des schémas papier, puis on a fait évoluer donc la communauté a fait évoluer la technique et propose de modéliser les greffons. Donc ce qui était le plus, on a différentes voies qui étaient envisagées. La plus commune étant celle d'imprimer le DICOM via l'impression 3D, de modéliser ces greffons à la main par rapport à ce qu'on souhaitait obtenir, avec des préformes qui, comme vous voyez, utilisées en matériaux transparents, permettent de représenter la courbure moyenne de ce qu'est la tête du fémur. Donc comme ça, le fabricant peut se positionner dans la tête du fémur, dans les zones où la corticale est préservée. On a à notre disposition
des répliques en résine qui nous permettent de voir l'adaptation de ce greffon. Et on voit d'ailleurs une démonstration assez évidente, c'est qu'on a vraiment un micro-clavetage de ces greffons sur le site receveur, puisque une seule vis de synthèse permet de stabiliser l'ensemble de ce défaut intérieur. Donc cette micro-adaptation n'a pas qu'un intérêt ergonomique, il a surtout un intérêt majeur qui est celui de la néovascularisation précoce. Et on le voit, l'extrême hydrophilie de ces matériaux, puisque lors de la chirurgie, on a l'ensemencement du sang au sein de ces greffons qui laisse présager d'une néovascularisation et donc d'une ostéogenèse qu'on souhaite obtenir. Voici. Alors voilà le résultat à 4 mois post-opératoire. Donc je vous fais grâce de la planification, c'est-à-dire que là on a en bleu le future bridge qui n'est pas encore réalisé et qui est donc positionné sur l'arcade reconstruite de telle façon à positionner de façon tridimensionnelle notre implant au sein du greffon avec donc cette vascularisation et ce tissu, cet espace tissulaire nécessaire à la pérennité de ces implants. Donc voilà les positions implantaires, voici de ce côté, donc on a vraiment réussi à avoir un très beau volume par rapport à une situation qui était quand même assez critique initialement. Si on compare cette technique finalement assez précoce et récente en chirurgie orale, on a à notre disposition des études prospectives sur une série de cas à 10 ans d'utilisation d'os autogènes associés à de l'hydroxyapatite et une membrane de collagène avec des gains d'épaisseur entre 4 et 6 mm. Et une étude menée par Michel Jabour et Stéphane Miliez montre avec le matériau halogénique qui est assez comparable, puisqu'on a le bloc, le particule osseuse plus la membrane de collagène, on a des gains osseux assez comparables, ceux à, pour l'instant, 6 mois post-opératoire, selon cette étude. Donc, parmi les situations qu'on a pu décrire, j'ai envie donc de vous faire partager une situation qui combine un défaut osseux vertical et un défaut osseux horizontal. C'est la réflexion qu'on a eue, c'est de valider d'abord le matériau à travers une situation qui nous paraissait plus favorable et à travers une situation moins favorable en termes de vascularisation, puisque les défauts verticaux posent un véritable défi par rapport au volume des greffons réalisés, de vascularisation de ces greffons, de telle façon à ce qu'on puisse obtenir un véritable os néoformé. Donc voici la situation initiale avec un défaut qui était quand même assez conséquent, où nous combinons une approche avec un accomplement dit sinusien, c'est-à-dire qu'on comble le bas-fond sinusien pour augmenter la hauteur nécessaire, et un greffon halogénique en onlet qu'on vient impacter dans le site receveur. Voici la situation. Donc vous voyez qu'on combine ces greffons avec cette greffe sinusienne qui est associée. Et on voit très bien ici le résultat clinique avec une situation qui est très satisfaisante d'un point de vue radiologique, mais qui est également très satisfaisante, on le voit oui, dans les situations des différentes coupes coronales. En termes cliniques, puisqu'on voit une magnifique vascularisation, et contrairement à ce qu'on peut obtenir sur des blocs autogènes, on n'a pas cet effet de décoaptation lors de la pose des implants. On a une véritable intégration du greffon halogénique sur le site receveur, quand celui-ci a eu la néovascularisation nécessaire à sa capacité de régénérer l'os voulu. Donc voici la pose des implants en place, et on a vraiment cette sensation d'être dans un os du patient. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et quand je vous dis ça, c'est pas la sensation qu'on a forcément dans le cas d'un os autogène. C'est pas du tout le cas. On a un os qui est cortical, qui est souvent un résidu qui progressivement se résorbe, et en sein de ces corticales, un os qui est en train de se régénérer. Donc voici les études qu'on a à notre disposition sur ces greffons halogéniques dont la préparation a été faite avec le procédé supercritique, le procédé supercrit, parce que c'est une grande caisse de paquets cadeaux, les greffons halogéniques, on a tout dedans et ils se comportent très différemment. On a l'os minéral, l'os FDBA, et l'autre côté des greffons halogéniques avec un certain type de préparation, et leur intégration est très différente et leur comportement est très différent. Donc ici, dans cette étude, on voit très bien
l'os néoformé et ici une lacune de Hochip avec les ostéoclastes qui sont en train de remanier l'os allogénique aux dépens de la matrice néoformée, et avec une intégration quasi complète à 8 mois, puisqu'on a un remaniement complet jusqu'à ne plus être en capacité de déterminer les particules allogéniques de cet os dans le cadre de cette étude. Donc, fort de cette expérience, on s'est dit peut-être que nous allons envisager de proposer des gestions de situation avec des atrophies plus sévères. Donc, voici une patiente qui s'est présentée à la consultation. Donc, une atrophie extrêmement importante avec ici même une rupture de continuité entre des corticales, entre les fosses nasales et la partie vestibulaire. Donc, ce sont des véritables défis en termes de reconstruction. Donc, c'est difficile. Pour la simple raison, c'est la gestion des tissus certainement, mais c'est aussi difficile en termes de vascularisation des greffons, tels qu'on les apporte. Donc on s'est dit, allons-y, voici la simulation des fichiers STL issus du CONBIM, l'impression de ces fichiers, la modélisation comme je vous ai montré, ce qui nous permet donc vraiment d'envisager des chirurgies. Voici la modélisation des greffons. Quand on va mettre en place sur la chirurgie, vous voyez que le volume est quand même assez conséquent. À 2 mois post-opératoire, la patiente, qui est assez intéressant, a été perdue de vue, vous allez le voir. Donc après cette chirurgie, après un voyage à l'étranger, elle a décidé de rester. Elle est revenue donc 20 mois après. Donc on va voir les résultats 20 mois après. Donc voici la situation de l'os greffé, les sinus qui ont été faits de façon concomitante, pour pouvoir absorber et adapter les futurs implants. Donc à 20 mois post-opératoire, voici la situation avec un os qui s'était exposé d'un côté et pas de l'autre, et en conséquence quand même une résorption induite par l'exposition précoce des greffons. Donc voilà le petit montage qu'on a pu effectuer à 4 mois post-opératoire et à 20 mois post-opératoire. On voit quand même néanmoins une très belle intégration des greffons. Cette patiente a d'ailleurs fait l'objet d'implantation. Donc, dans la littérature en tant que telle, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir traiter ce type de patient? On a encore des greffons dont l'origine iliaque est très couramment utilisée dans les pays nordiques, encore utilisée quotidiennement, alors qu'en France, c'est peu le cas maintenant. L'os pariétal étant favorisé. Et ici, cette étude comparait l'os iliaque en bloc versus l'os iliaque particulé. Et on voit que cet os iliaque, en dépit de cette résorption extrêmement importante, on a des situations de succès implantaire à long terme, puisqu'on a aussi des reculs, vous allez voir sur certains implants à 15 ans, et des reconstructions complètes, avec des taux de survie à 10 ans, des taux de survie de 94%. Donc en France, Paul Tessier, donc, le chirurgien maxillofacial qui est donc un grand nom de la chirurgie maxillofaciale, a impulsé l'utilisation de l'os pariétal, qui lui a une cinétique de résorption beaucoup plus lente, mais qui a quand même une résorption, et dans ce cas a été comparé à FDBA, et on constate que de toute façon l'os qui est greffé va se résorber, et la position implantaire telle qu'elle est envisagée, vous l'avez vu avec les greffons iliaques et les implants, est primordiale, qui va nous permettre d'assurer la pérennité de ces implants. Et regardez, donc à 60 jours, on a finalement des résorptions assez proches par rapport à ces deux types de greffons. Donc la problématique, elle n'est pas qu'en termes de vascularisation, elle est aussi en termes d'utilisation, parce qu'on voit une utilisation de plus en plus intensive de ces greffons. Or, les donneurs, à un moment, vous posez un certain problème, ce qui va nous engager à se poser la question de la matrice utilisée. Est-ce que réellement la greffe allogénique est une greffe d'avenir? Est-ce que la matrice allogénique va être en capacité d'accueillir cette vascularisation de ce greffon, et quelle est cette résorption à long terme? Donc, puisque dans le cadre de notre exercice, on a des allers-retours entre l'hôpital et les laboratoires, dont un est d'ailleurs dans ces murs, l'Institut des Cordeliers, dirigé par Ryan Bernal et Benjamin Fournier. Donc de nombreux chirurgiens dentistes travaillent sur la biologie orale, dont la biologie osseuse, et le professeur Gogli et moi-même coordonnons ce projet H2020, qui est un projet européen qui permet de gérer les défauts osseux avec l'utilisation de cellules souches
à travers 9 universités européennes et 2 fabricants de fabrication cellulaire, celui de l'EFS à Mondor et Bergen. Le protocole utilisé est celui protocolé de la régénération osseuse guidée utilisant des membranes PTFE armée-titane, très bien décrit par Herman Isvan, que voici, et le matériau utilisé étant, dans notre situation, un matériau associant greffe alloplastique et cellules osseuses. Voici le contrôle qui est le gold standard en fait dans la littérature, qui est un bloc osseux prélevé et un bloc osseux autogène qui va être stabilisé. Alors, je vous invite à regarder les résultats précliniques de l'étude Reborn qui a donc conduit à l'étude Maxibone. Dans ses défauts de calvaria de souris, l'utilisation de bêta-TCP, donc de phosphate de calcium associé aux cellules souches, a permis d'obtenir une néoformation osseuse significativement plus élevée que la seule matrice de bêta-TCP dans ce défaut critique. Et beaucoup plus intéressant, vous avez les références si vous souhaitez consulter ces articles, beaucoup plus intéressant, dans les sites ectopiques, on a une instéo-induction donc de néoformation osseuse et de moelle osseuse en sous-cutanée chez la souris. Donc ça, c'est sur ce type de protocole que nous avons commencé à inclure les premiers patients, avec un prélèvement de cellules de moelle osseuse qui vont être donc sélectionnées, mélangées avec ce matériau alloplastique que sont les bêta-TCP, telle façon à ce que les cellules adhèrent à la surface de ces matériaux, comme vous pouvez le constater avec cette microscopie confocale, et induire donc une néoformation osseuse classique avec un recrutement des péricytes et des cellules mésenchymateuses induisant la néoformation osseuse. Donc on voit que dans cette étude préclinique, cet essai clinique de 13 patients qui a conduit au projet H2020, on a pu voir que la néoformation osseuse était assez conséquente et chez 13 patients inclus des augmentations de largeur osseuse comparables à différentes techniques qu'on a pu utiliser et que je vous ai montrées dans la littérature. Donc la réflexion qui continue et que nous essayons de conduire, c'est finalement la matrice est-elle, le bêta-TCP est-elle le meilleur instrument ou celle de l'os allogénique? Pour quel type de cellules? Ce sont des cellules souches mésenchymateuses, sont d'autres types de cellules issues des dérivés des crêtes neurales plus proches de l'origine embryologique du massif facial. Donc, par exemple, une matrice imprimée en bêta-TCP, donc c'est de ce projet Maxibone qui est coordonné par Pierre Lérol de l'INSERM de Nantes. Voici une de ses publications sur ces matrices imprimées. Et la question qui se pose, c'est quelle petite cellule, et là je vais faire derrière mon propos là-dessus, quelle cellule doit-on utiliser à l'avenir pour essayer d'avoir une ergonomie et un protocole plus simplifié? Peut-être la cellule souche gingivale, sur laquelle donc le professeur Bruno Glogli a beaucoup travaillé, avec une publication de Benjamin Fournier, et une thèse d'Issentaï où on voit donc ces cellules souches issues de la gencive au sein du laboratoire d'Ariane Berdal avec ces minéralisations, avec ces rouges alizarines. Peut-être la cellule peut-être plus facile à obtenir, puisque plus facile d'accès qu'un prélèvement iliaque, avec une matrice qui reste à déterminer. Voilà l'état de notre réflexion, voilà l'état de nos travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.